Bonjour à tous, alors je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Je dois vous avouer que c'était un peu inattendu, imprévu, et que je pense que vous serez la dernière conférence que je donnerai des visus de l'année. Alors, la conférence que je vous ai préparée aujourd'hui s'appelle « De l'Empire britannique au globalisme financier », qui est un véritable intégrisme commercial. Mais préalablement à cette conférence, qui est en réalité une mise en perspective des événements actuels par rapport à un passé relativement long et dans une projection d'avenir de moyen terme, on va dire, je voulais vous expliquer un peu mon cheminement, comment j'en étais arrivée là. Vous savez que je suis juriste de formation et j'ai fait du droit, mais j'ai axé mes études de droit étaient axées autour d'abord du droit civil. Premièrement, j'ai une formation sérieuse en droit civil. Et ensuite, j'ai fait du droit économique. Quand je dis droit économique, c'est-à-dire du droit tout ce qui norme en fait le secteur économique. Alors, droit de l'entreprise, droit fiscal, droit international fiscal et également en matière d'entreprise. Donc évidemment, je me suis intéressée par la force des choses au droit européen, puisque vous savez que maintenant, en réalité, toute l'économie est dirigée, normée par des réglementations, en fait, qui sont surtout des directives européennes issues des traités, le dernier en date étant le traité de Lisbonne. Donc le premier livre que j'ai écrit en date, c'est celui-là, qui s'appelle « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie ». Ce livre a deux parties. La première partie est une description un décryptage des instances européennes, de la façon dont fonctionne l'Union européenne. Donc j'explique dans ce livre que l'Union européenne est en réalité tournée, d'abord depuis le départ, mais en particulier dans son fonctionnement actuel, tournée autour de la satisfaction des intérêts ce que j'appelle du grand capital, mais en réalité c'est des hautes instances financières qui se sont prolongées dans les multinationales qui sont aujourd'hui de type monopoliste. Donc, alors il y a des oligopoles, mais en réalité dans les oligopoles on retrouve les mêmes personnes souvent qui sont d'un conseil d'administration à un autre et qui sont les mêmes actionnaires de ces oligopoles. Donc en réalité ce sont même de faux oligopoles. Donc il y a une concentration massive en réalité des entreprises qui ont capté les activités économiques au niveau non seulement européen mais également mondial. Et la deuxième partie de ce livre est axée, alors je m'excuse, la fin de la première partie, c'est pour dire qu'en réalité les instances européennes n'ont jamais été des instances politiques au sens politique du terme, c'est-à-dire au sens d'organisation de la vie de la cité pour satisfaire les intérêts de chacun des groupes en présence dans un État ou dans une organisation quelconque, mais au contraire pour uniquement rendre des services au groupe qui a accaparé le concept d'Union européenne des instances internationales et en particulier européennes pour réguler en fait le système économique global. Dans la deuxième partie de ce livre, je me suis associée avec un banquier qui était un banquier international, aujourd'hui malheureusement décédé, et nous avons élaboré une théorie juridique de la monnaie. Et ce n'est pas une théorie juridique de la monnaie, c'est la théorie juridique de la monnaie. C'est-à-dire, nous avons élaboré la théorie de la monnaie telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle aurait dû fonctionner. Et vous verrez que dans cette brève explication monétaire, on constate qu'en réalité, le principe monétaire a été capté, a été subverti par des gens que j'ai appelés les banquiers commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient des prêts, ils avaient une opération de banque au sens civil du terme, mais ils avaient aussi une opération commerciale sur la matière première qui était l'or, l'argent également, mais en particulier l'or. Et donc ces gens qui étaient des banquiers commerçants ont capté le principe monétaire pour en faire une marchandise dans le commerce qu'ils ont accaparé en fait. Voilà. Ça a été le premier ouvrage que j'ai écrit. J'ai écrit 4 ouvrages. Le deuxième ouvrage qui s'appelle « La nouvelle entreprise », je ne l'ai malheureusement pas ici, mais c'est un ouvrage en fait qui a été le début de toutes mes recherches puisque c'est une synthèse extrêmement généraliste des travaux que j'ai effectués à l'occasion de ma thèse, que j'ai soutenue en 2005. Le troisième ouvrage, c'est celui-là, donc « Les raisons cachées du désordre mondial ».
Et c'est dans cet ouvrage précisément que je fais une vision panoramique sur tout le conditionnement économique du monde dans lequel nous vivons. Ça passe par les paradis fiscaux, l'optimisation fiscale, la façon dont les entreprises ont été organisées, créées, gérées et dont elles se sont développées, les évolutions du droit civil qui a été dans notre pays totalement subverti, je le répète, par des intérêts qui avaient à cœur de nous faire fusionner avec le droit anglo-saxon, c'est-à-dire de transformer notre droit commun qui était de nature civile en droit commercial. Donc notre droit commun aujourd'hui a tendance à avoir acquis les principes commercialistes, ce qui n'était pas le cas, pas du tout le cas auparavant. C'est la raison pour laquelle j'ai été amenée à dire que dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent, le principal enjeu en termes de géopolitique sera un enjeu juridique, dans la mesure où c'est les systèmes de droit qui véhiculent des conceptions du monde qui réussiront à... ces sujets-là vont remonter, disons, dans les intérêts diffusés, enfin l'intérêt public, et puis dans les préoccupations politiques et publiques, parce que ce sont en fait les enjeux majeurs qui nous dirigeront et qui feront que nous irons dans une direction ou dans une autre. Donc il est très important de faire remonter ces enjeux qui ont été mis sous le boisseau depuis je ne dirais pas des décennies, mais des centaines d'années, puisque évidemment c'est l'Empire britannique se développant a tout fait pour faire oublier, en tout cas tenter de faire oublier que d'autres systèmes juridiques ont existé et que ces systèmes juridiques étaient des vrais systèmes politiques. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être pour nos pays occidentaux de rétablir cette distinction entre droit continental et droit anglo-saxon, dans la mesure où le droit anglo-saxon a été développé à partir, et ça je vais en parler tout à l'heure, à partir de 1531 comme une arme en fait au profit des puissances temporelles, une arme de domination. Ce qui n'était pas du tout le cas du droit continental traditionnel qui a généré un droit commun de nature civile que nous avons connu pendant longtemps et qui est malheureusement en train de disparaître. Voilà, donc dans le livre « Les raisons cachées du désordre mondial », j'aborde beaucoup de sujets et j'aborde en particulier le sujet de la réforme de la nécessaire réforme des institutions, qui est un sujet qui à l'époque n'était pas encore d'actualité, bien entendu, parce que nous n'étions pas encore entrés dans ce corona circus, je dirais, qui prend aujourd'hui des proportions alarmantes, mais à l'époque j'étais une des premières, enfin sinon la seule, hein, je pense à ma connaissance, à avoir expliqué qu'il était nécessaire de réformer nos institutions parce qu'elles étaient vicieuses dès le départ. C'était une formalisation en réalité du rapport de force caché entre les puissances d'argent et les populations, et que ce rapport de force, par le biais du parlementarisme représentatif, avait basculé définitivement du côté des puissances financières. Voilà, ça c'est pour la présentation donc, de mes ouvrages, parce que la conférence que je vais vous donner aujourd'hui n'est pas aussi large, évidemment, puisque je vais passer pas autant de temps que ce que j'ai passé à écrire tous mes livres. Et puis parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails qui sont indiqués dans mes ouvrages. Donc la proposition que je vous fais, c'est de faire une première partie avec un panorama historique très bref, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails une fois de plus, mais qui vont vous faire comprendre le déroulé des séquences historiques qui se sont produites depuis la Révolution, enfin les révolutions du XVIIIe siècle, mais en particulier la Révolution française, jusqu'à la situation actuelle, qui sera l'objet de la deuxième partie. Et la deuxième partie, en fait, va montrer à un point, au point fixe d'aujourd'hui, mettre en perspective l'évolution qui s'est produite dans nos institutions et qui génère, en fait, qui nécessite un après. Et cet après, quand on pose bien la problématique, quand on pose bien le sujet, vous verrez que l'après devient finalement évident. C'est-à-dire que la tendance, comment dirais-je, la tendance de fond, l'orientation du vent
va dans une seule direction, et cette direction est assez facile à identifier. Donc ça sera l'objet de ma deuxième partie. Et suite à cette deuxième partie, je vais vous inviter à réfléchir, à vous poser des bonnes questions, en fait, pour essayer, non pas seulement pour vous, mais aussi pour les gens que vous pouvez éventuellement rencontrer sur votre chemin, essayer de leur faire, comment dirais-je, de les éveiller en posant des questions pertinentes qui font qu'on met en avant finalement toutes les incohérences du système actuel et qui permettent finalement au cerveau de se remettre en marche. Ouais. Ensuite, une brève petite conclusion, et puis si vous avez des questions à me poser, elles seront les bienvenues. Je vous ai préparé un texte, donc je vais me permettre de lire parce que sinon, de tête, je risque d'oublier pas mal de choses et je voudrais être assez exhaustive quand même dans mes explications. Alors, donc la première partie s'appelle « Un bref rappel du déroulé des séquences historiques depuis les révolutions du XVIIIe siècle ». Alors, du point de vue politique, à partir des velléités impériales d'Olivier Cromwell, je vous rappelle les dates d'Olivier Cromwell, c'est 1599-1658. Donc, Olivier Cromwell a développé ce qui deviendra l'Empire britannique, qui a étendu son emprise sur le monde via le développement du système des banques centrales, premièrement, et deuxièmement, du parlementarisme représentatif et du droit anglo-saxon, lequel droit tourne autour des seuls axes commerciaux et maritimes. Donc on parle ici d'un empire maritime. Il faut immédiatement rappeler que ce droit anglo-saxon s'était émancipé du principe du droit continental à partir de l'année 1531, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, qui est la naissance de l'Église anglicane sous le règne du roi Henri VIII. Donc ce droit a été donc transformé parce que sa vocation initiale, qui était d'organiser les conditions de la vie en commun, finalement de la vie en société, s'est transformé en arme de contrôle des populations aux mains des puissances, des puissants. Pardon. Il faut comprendre qu'en réalité, le droit continental s'est développé sur deux jambes. Il y avait le pouvoir normatif des puissances temporelles et le pouvoir normatif des puissances spirituelles. Les deux s'équilibraient et ont permis finalement de jouer, enfin fonctionner comme en fait un rapport de force. C'est-à-dire, j'ai trop hésité, là ça lui a pas plu. Hein. Bon, en fait, les deux puissances normatives se sont équilibrées pour arriver à se contrôler et à éviter les dérives dans un sens comme dans un autre. Et ça a été vraiment la caractéristique de la civilisation européenne, ça a été tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, justement, d'avoir cet équilibre des pouvoirs entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça en Angleterre à partir de 1531, puisqu'à cette époque, le roi s'est émancipé de la tutelle donc, romaine pour générer son propre système prétendument spirituel, mais en réalité complètement à sa solde, puisque vous savez que l'archevêque de Canterbury était nommé par le roi d'Angleterre et qu'il n'avait aucune autonomie décisionnelle ni de gestion par rapport aux décisions du roi. À partir de ce moment-là, quand Olivier Cromwell, un peu moins de 100 ans après, est arrivé, il a hérité de ce système, si vous voulez, et comme lui, son ambition était de développer un empire, d'ailleurs, c'est lui qui a initié le principe de Commonwealth, qui est en réalité une sorte de république commerciale universelle rattachée à la couronne, c'est-à-dire à ce qu'on connaît aujourd'hui sous la forme de la City de Londres. Il a utilisé, en fait, Olivier Cromwell a utilisé donc une boîte à outils, que j'appelle une boîte à outils, qui a été faite d'anonymat, d'opacité et ce que j'ai appelé de théâtre politique. Et le théâtre politique, c'est le parlementarisme dit représentatif. Et cette boîte à outils lui a permis d'établir les ferments de ce qui deviendra, et ce qui est effectivement devenu, l'hégémonie capitalistique et apatride de la haute finance anglo-saxonne. Alors, il faut préciser immédiatement que on parle bien ici de modèle capitalistique hollando-britannique. Et ce modèle s'est imposé aux dépens du modèle rénan de la cogestion et il s'est imposé également aux dépens de ce qui aurait pu devenir un modèle français que nous aurions pu appeler la codécision ou la participation. Alors, vous avez bien compris que donc, au sein de ce qui a été l'Europe, il y avait un rapport de force entre
d'un côté des puissances politiques mues par le droit continental et de l'autre côté une ambition impérialiste britannique mue par le commerce maritime enfin le commerce et le droit maritime. Alors, le modèle qui s'est imposé, évidemment, c'est le modèle impérialiste anglo-saxon. Et ce rapport de force, en fait, politique, a généré l'obsession des tenanciers économiques à imposer un nouveau modèle impérial qu'on appelle aujourd'hui gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial a pour objet de réduire drastiquement l'humanité et de mettre en esclavage les rares survivants. Alors là, ça peut paraître polémique ce que je dis, mais renseignez-vous, c'est tout à fait officiel, ils ne se cachent pas. Ils se prononcent pour l'eugénisme depuis très longtemps, et ce sont des gens qui ont ouvertement appelé à la dépopulation. En particulier, il faut lire Klaus Schwab. Et puis, il faut lire toute la littérature qui a été générée depuis le Club de Rome, qui sont en réalité les mêmes gens, enfin les mêmes individus qui se cachent derrière toutes ces formations. Donc, cet esclavage prendra la forme de la fusion des identités biologiques et numériques, c'est-à-dire du contrôle des moindres actes et pensées de l'homme. Bon, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Vous savez, il y a eu beaucoup de brevets, en particulier un brevet déposé par l'entreprise Microsoft qui conditionne l'affectation, enfin le minage de monnaie, c'est-à-dire la création monétaire, à un comportement corporel. C'est-à-dire, on peut tout imaginer, c'est-à-dire que le critère du comportement corporel qui permettra l'affectation monétaire échappe aux citoyens, échappe aux individus, pour être concentré dans les mains de l'entreprise qui contrôle justement la crypto-monnaie en question ou la monnaie dématérialisée en question. Donc ça peut être aussi un conglomérat d'entreprises, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les critères d'affectation monétaire échappent définitivement aux individus. Donc on parle ici de quelque chose qui n'a rien de commun avec toutes les dictatures, toutes les tyrannies qui ont existé dans l'histoire. Parce que vous comprenez bien que les dictatures imposaient un statut éventuel à l'individu, mettaient les gens en esclavage, mais ne contrôlaient pas leurs pensées, ne contrôlaient pas les moindres actes de leur vie quotidienne. Or là, on parle d'un contrôle total de l'individu. Donc en réalité, c'est la liberté de penser, la liberté de discernement qui est remis en cause. Alors, en fait, il s'agit de retirer à l'humanité ce qui a fait sa caractéristique première, la caractéristique de l'être humain. Tout ça a été élaboré au fil du temps. Vous savez que le modèle continental que nous avons connu, il a eu 3 grandes périodes de développement. D'abord, les apports de la Grèce antique, ensuite les apports de Rome, toute période romaine confondue, et là-dessus s'est imposé le modèle chrétien, le modèle catholique, pour ce qui concerne notre société à nous. Donc c'est ce modèle-là qui a permis de garantir en fait les droits de l'individu, de garantir la liberté de l'individu face au groupe, la liberté aussi, la cohérence du groupe face à l'individu, enfin toutes les conceptions de vérité, de liberté et tout ce qui a fait que notre droit tournait autour de la recherche de la vérité et de la préservation de la liberté vient de ce modèle, et en particulier des apports évidemment du catholicisme. Donc c'est ça qu'il est en train, l'évolution du droit sur le modèle britannique est en train a remis tout ça en question, mais évidemment sans le dire. C'est-à-dire que ça s'est fait dans l'opacité, ça n'a pas été on pose les cartes sur table et on prend une option. Non, on a fait en sorte de faire oublier le développement des 1000 ans qui ont précédé l'avènement de l'Empire britannique pour imposer un modèle que l'on présente comme inaltérable et éternel. Donc c'est très important de comprendre cette évolution. Alors du point de vue géopolitique, je vais passer très rapidement sur toutes les étapes intermédiaires, suivies par les tenanciers, je les appelle tenanciers parce qu'il s'agit réellement de ça, les tenanciers économiques anglo-saxons dans leur longue marche vers l'hégémonie mondiale. Ces étapes tout à fait décisives ont consisté à imposer une dialectique mondiale entre le capitalisme et le communisme, alors qu'ils étaient à l'origine de ces 2 idéologies et que ces termes ont été connotés dans le sens que les médias dominants à leur solde se sont ingéniés à développer dans l'inconscient collectif.
Alors, pour clarifier les débats, je vais donc préciser 2 choses. Déjà, par capitalisme, il faut comprendre qu'il s'agit du modèle hollando-britannique, c'est-à-dire une véritable imposture politique, juridique et économique. Et par communisme, il faut entendre un modèle dans lequel les hommes sont empêchés de produire, de vivre librement, et dans lequel les richesses sont accaparées par un petit groupe d'apparatchiks, bureaucrates, aussi inutiles que néfastes en termes de développement social. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel l'individu est contraint et le groupe empêché de se développer finalement. Donc c'est exactement ces 2 modèles-là qui se font face, sont exactement la négation de tout le modèle de droit qui était véhiculé par le droit continental et qui reflétait les valeurs européennes. Les seules valeurs européennes de la civilisation européenne, c'était celle-là. Donc sans cette domination de l'Empire britannique, qui fut aussi sournoise qu'impitoyable, il aurait été... Je dis sournoise parce que vous savez qu'une des armes de l'Empire britannique, c'est aussi la soft law. Et la soft law, c'est un modèle qui est tout, en fait, sauf soft. C'est un modèle très dur, de grande violence, mais qui est imposé de façon sournoise. C'est pour ça que j'ai employé l'adjectif sournois. Donc sans cette domination, il aurait été loisible de considérer d'autres modèles de développement, ou plutôt, nous aurions alors pu élaborer un modèle de développement pérenne, qui aurait été favorable tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, alors que ce modèle britannique nous a menés directement, à moyen terme, et nous mène directement aujourd'hui à une impasse économique, sociale et politique. Mais cette impasse est également voulue par ces tenanciers qui en profitent pour changer, basculer dans un nouveau modèle, à ce moment-là, de domination officielle. Alors, en particulier, nous aurions pu développer sur le modèle de la doctrine sociale de l'Église du XIXe siècle un schéma de développement économique dans lequel l'accaparement aurait été rendu impossible. Vous savez que toutes les civilisations ont lutté contre l'accaparement. À partir du moment où une civilisation met le modèle de l'accaparement établi au niveau légal, le modèle de l'accaparement, c'est renoncer en fait à la civilisation parce que l'accaparement, c'est capter toutes les richesses par quelques personnes ou quelques groupes d'individus isolés qui n'apportent rien à la collectivité et qui ne peuvent pas faire avancer en fait le groupe en termes de civilisation. Donc voilà. Donc cet accaparement aurait été rendu impossible et cet accaparement aujourd'hui, il concerne la force de travail, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, et elle concerne toutes les richesses également que la Terre porte. Donc c'est à la fois l'accaparement des richesses produites par la force de travail et l'accaparement des richesses matérielles qui sont données par Dame Nature finalement. Donc, si on avait élaboré un autre système de développement conforme au droit continental, on aurait établi un statut social, un statut de la force de travail équivalente au modèle c'est-à-dire que la force de travail aurait eu le même statut juridique que l'apport de capital. Et c'est là où nous aurions eu un équilibre des forces que le modèle hollando-britannique a nié, en fait. Et moi, c'est exactement le modèle qui aurait dû se développer que je vous propose de suivre à nouveau à l'occasion de ma réforme des institutions. Il s'agit de revenir sur la bifurcation du tout commercial que nous avons subi à notre corps défendant depuis la vague de révolution colorée survenue au début du XVIIIe siècle, au cours du XVIIIe siècle, afin de reprendre le chemin de la civilisation européenne, duquel nous nous sommes depuis trop longtemps écartés, qui aurait été, qui a et qui fondamentalement est un chemin pavé de justice, de vérité et de recherche d'équilibre. Donc au-delà de l'Europe de l'Ouest, qui est la véritable base arrière de la domination de la finance britannique et des autres continents dominés, parce que vous savez que évidemment le Commonwealth n'est pas réduit à des pays d'Europe, bien il s'est produit l'impensable du côté asiatique. Et là je reviens à une époque beaucoup plus récente, parce que ce qui s'est produit, c'est que depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, les représentants de la finance apatride issue de l'Empire britannique ont commencé à comprendre qu'ils étaient en phase de perdre leur emprise financière, morale et commerciale sur la Chine. Et donc ces partisans de l'hégémonie financière globale se sont apprêtés, dès cette époque, à livrer un combat à l'Empire continental eurasiatique renaissant,
Et c'est comme ça que l'OTAN a déclaré que la Chine était devenue la principale menace. Donc ça, je vous ai fait un panorama assez bref, hein, très schématique de l'évolution, de façon à ce que vous compreniez que le modèle juridique est intimement lié au modèle de domination de l'empire financier, qui est un empire tourné vers le droit commercial et le droit maritime. Alors, comme je ne vais pas pouvoir m'attarder beaucoup plus longtemps sur toutes ces évolutions historiques qui demanderaient évidemment beaucoup plus de développement, il importe, une fois qu'on a le schéma global en tête, de faire un état des lieux de ce qu'est devenu la France aujourd'hui, en août 2021. Alors quand je dis la France, vous savez comment je l'écris? Je l'écris L apostrophe A et France attaché, A privatif. Parce que, en effet, le modèle que nous avons d'État aujourd'hui est un anti-modèle d'État, et celui qui est directement opposé à toute notre tradition juridique, politique et historique, que j'ai brièvement décrit comme le modèle de droit continental dans le paragraphe du dessus. Alors, comme je l'ai déjà, depuis cet été, j'ai beaucoup insisté sur tout ça, et j'ai maintes fois expliqué que depuis le 16 mars 2020, les institutions françaises ont en réalité été mises en suspens par Macron, en tant que lui-même chef d'État, chef des armées et représentant du pouvoir exécutif français. Il en résulte que nos institutions officielles, celles qui sont parties prenantes aux traités européens, c'est-à-dire l'OTAN, l'OMS, l'OMC, enfin tous les traités qui ont été signés par la France, sont de jure et de facto en cessation d'activité. Nous nous trouvons dans un vide juridique institutionnel dans lequel les fonctions régaliennes sont captées par des instances illégitimes et opaques, parce qu'elles ne disent pas officiellement, on ne sait pas officiellement qui prend, quels intérêts prend concrètement les décisions. Officiellement, notre pays a disparu des radars du droit international public, les fondations régaliennes de l'État sont détournées de leur mission pour être mises au service d'un obscur conseil de défense sanitaire qui n'a ni base juridique satisfaisante, ni légitimité politique. Nous assistons à un détournement d'État, un abus de droit public international. Les gens n'insistent pas, aucun commentateur n'insiste là-dessus, mais c'est un événement très très important. Ce détournement des institutions, fait de l'intérieur par le pouvoir en place, il faut comprendre que ça n'a été rendu possible que parce que les institutions françaises ne fonctionnaient déjà plus dès avant leur mise en suspension. Ainsi, tout le théâtre politique instauré par le parlementarisme dit représentatif apparaît maintenant aux yeux de tous pour ce qu'il est réellement depuis toujours, une imposture politique. Alors, dès lors, la question qui se pose est « que va-t-il advenir de l'État français ?» Eh bien, la réponse à cette question est binaire. Soit la France évolue sur le modèle initié au XVIIIe siècle et disparaît définitivement en tant qu'entité politique autonome, pendant que les Français seront réduits en esclavage, puisque vous savez que c'est la continuité logique en fait de la domination de l'Empire britannique. Soit les Français se montrent capables, comme ils l'ont déjà fait dans leur histoire, d'un improbable sursaut, et arrivent collectivement à imposer une bifurcation institutionnelle et à retrouver la route de leur évolution civilisationnelle sur son modèle millénaire. La réponse ne peut être que binaire car les deux orientations, radicalement opposées l'une à l'autre, relèvent d'un basculement, ou non, du rapport des forces sociales et politiques en jeu. Le basculement, s'il a lieu, ne peut qu'être total car les tenanciers de l'hégémonie financière actuelle ne pourront se contenter de partager un pouvoir qu'ils exercent de manière absolue depuis maintenant quelques 250 ans. Alors, les conséquences géopolitiques de la réponse qui sera apportée à la question de l'avenir institutionnel de la France sont intéressantes à identifier parce que vous allez voir que si le sursaut n'arrive pas, les conséquences politiques, géopolitiques deviennent assez claires et leur orientation est tout à fait, comment dirais-je, préoccupante. Dans l'optique où les forces globalistes emportent le combat institutionnel, nous assisterons à une revivification des instances européennes fédéralistes. D'ores et déjà, nous connaissons l'Eurogène fort, mais nous allons assister à la naissance de l'Euroforce. Ces deux forces européennes, qui resteront rattachées de loin à l'OTAN via les traités européens, seront et sont déjà
l'occasion inespérée pour les forces globalistes de légitimer, légaliser et recycler les mercenaires du stay behind. Vous savez que le stay behind, je donne le terme générique parce qu'il porte un nom différent pour chacun des pays européens. En Italie, on l'appelle le Gladio. En France, on a appelé ça le réseau Arc-en-Ciel. D'ailleurs, Arc-en-Ciel, ça doit vous faire vous évoquer d'autres sujets qui sont en effet rattachés à tout ça et qui œuvrent partout en Europe sous couverture et ne rendent de compte qu'à leur seul donneur d'ordre, c'est-à-dire les forces financières qui ont pris le contrôle de l'Occident. Le statut juridique de ces forces en termes de responsabilité ne sera pas modifié car effectivement, elles continueront à ne rendre de compte qu'à la haute finance qui contrôle de facto et de jure les instances européennes. On en revient à la présentation que je vous ai faite de mon premier livre. À cela s'ajoute le spectre hautement dangereux d'une fusion de cette Union européenne renforcée avec un organisme qui s'appelle l'Intermarium, et alors même que cette organisation se revendique officiellement de l'idéologie nazie. Avec un peu de recul, il est aisé de considérer que l'histoire se répète, car les conditions qui ont donné naissance au Troisième Reich se trouvent à nouveau réunies. La toute-puissance de la haute finance, qui via la création de la Banque des règlements internationaux avait financé les préparatifs et l'économie de guerre d'Hitler, va ainsi réussir à créer un quatrième Reich, base arrière de leur future guerre contre le bloc Chine-Russie, c'est-à-dire contre le continent eurasiatique en tant que force politique terrestre renaissante. Alors, il y a quelques questions que je vous invite à vous poser et à poser aussi à vos interlocuteurs pour les gens qui resteraient dubitatifs sur toutes ces évolutions. D'abord, j'attire votre attention sur le phénomène de transformation de l'État qui a eu lieu depuis cette crise du coronavirus. Pourquoi? Il faut se questionner. Pourquoi les dirigeants d'un État ont-ils eux-mêmes, de leur propre chef, mis fin à l'existence juridique de cet État? Parce que, enfin, on ne peut pas dire que Macron subissait beaucoup de contre-pouvoirs, qu'il était gêné dans ses prérogatives. Il pouvait à peu près faire passer tout ce qu'il voulait sans porter atteinte à la substance institutionnelle de l'État, sans porter atteinte au fonctionnement de l'État tel qu'il résultait de la Constitution. Donc pourquoi a-t-il fait ça? Il y a des questions à se poser. Un État peut être contesté, mais à ce moment-là, il est contesté par des gens qui sont extérieurs ou par des gens qui, à l'intérieur, n'ont pas les mains libres. À partir du moment où vous avez un dirigeant, une équipe au pouvoir qui a les mains libres et qui décide de son propre chef de mettre les institutions de côté, c'est qu'il a une idée derrière la tête. C'est qu'il veut probablement passer à autre chose. Donc c'est une période transitoire, mais qui a été volontairement déterminée comme étant transitoire. Donc nous avons assisté à la négation de l'État par ceux-là même qui le dirigeaient sans raison apparente. Ces dirigeants ont donc forcément une raison cachée, non avouée, pour mettre fin à cet État. Et quelle meilleure raison pouvons-nous imaginer que la transformation de la structure juridique en une autre structure juridique dont la nature serait différente? D'accord ? En l'occurrence, je vous invite à vous rappeler le tropisme non dissimulé et parfaitement assumé de Macron pour les institutions européennes, ainsi que sa volonté avouée de partager notre puissance nucléaire avec l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne est un pays sous le joug des mêmes forces financières que la France. C'est pas l'Allemagne en tant que telle, en tant que pays, a disparu depuis fort longtemps. Il est sous le contrôle des puissances financières. Il faut aussi rappeler la signature, en toute opacité, du traité d'Aix-la-Chapelle, qui a créé de facto la première région européenne. Vous savez que ce traité d'Aix-la-Chapelle a été signé en catimini entre Macron et Merkel, sans que les Français soient réellement, disons, intéressés au débat. D'ailleurs, il n'y a pas eu de débat. Alors, une fois de plus, on doit se poser la question, parce que dès la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, le rôle institutionnel du président de la République a été outrepassé. Donc déjà, les institutions étaient déjà très attaquées. Quoi de plus simple, finalement, que de faire basculer l'État français, qui de facto et de jure n'existe plus, puisque l'équipe en place s'est préalablement assurée de sa disparition, vers cette superstructure nationale, privatif, une fois de plus, de type fédéral et contrôlée par les puissances financières. Alors, cette transformation de l'État
eh bien, elle s'est faite au moyen de la mise en œuvre de la stratégie de l'attention par le pouvoir exécutif. Alors, vous savez que le terme de stratégie de l'attention est un terme qui a été développé et qui est finalement le mot d'ordre justement des institutions, du stay behind en général, c'est-à-dire des réseaux qui œuvrent derrière ce qu'on appelle l'organisation du stay behind. Vous savez que le stay behind, ce sont les armées secrètes de l'OTAN. Je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas c'est très important. Ça a été parfaitement documenté, donc on ne peut pas parler de complotisme à ce titre-là, parce que ça a été parfaitement documenté par un universitaire suisse qui s'appelle Daniele Ganser, et toutes ces manigances sont sorties à l'occasion de procès retentissants qui ont eu lieu en Italie, au cours desquels un juge, je crois que c'était un juge de cassation qui s'appelait le juge Imposimento, a dévoilé beaucoup de choses, et en particulier que beaucoup d'attentats sous faux drapeau, parce que le stay behind, en fait, une de ses voies d'action et une de ses méthodes de travail, c'est justement, ils sont spécialisés dans les attentats sous faux drapeau. Et en l'occurrence, il s'agissait de faire passer sur l'extrême gauche des attentats faits par ces réseaux du stay behind, que j'ai un peu de mal à... On dit extrême gauche, extrême droite, mais il faut quand même comprendre que ce stay behind a été développé par des gens qui ont également développé la CIA et qui n'ont pas une incidence politique particulière. On a appelé ça l'extrême droite, mais en réalité, la caractéristique première du stay behind, c'est d'être au service des puissances d'argent. Et de la même façon que la CIA, sa caractéristique a été d'être au service des puissances d'argent. Que les gens qui y travaillent le sachent, le veulent ou non. C'est comme ça. Et c'est également, je dirais que le MI6, enfin les services secrets britanniques sont également tournés vers ça, puisque vous savez qu'on a parlé de l'Empire britannique tout à l'heure, et que la tête de l'Empire britannique, c'est la City de Londres. Alors, il faut aussi maintenant réfléchir sur le phénomène récurrent. Je dis récurrent parce que on peut maintenant parler d'un mode de gestion utilisé à titre de gestion des populations utilisé à titre permanent, selon lequel Macron, qui sert de président à la France, affirme positivement et publiquement qu'il n'ira jamais contre l'intérêt des Français. Alors ça, c'est une stratégie. Vous avez le président qui arrive dans les étranges lucarnes pour dire jamais, au grand jamais, nous ne rendrons la vaccination obligatoire, etc. Donc il se pose comme défenseur des libertés publiques et de l'intérêt des Français. Donc ça, c'est une posture que nous avons vue à plusieurs reprises. Et cette posture, immanquablement, elle est suivie par le fait que le gouvernement, le pouvoir exécutif, revient quelques semaines plus tard sur ces affirmations et impose des brimades ou des punitions qui sont inimaginables, enfin aux populations, et qui sont inimaginables dans un état de droit. Au passage, j'insiste sur le fait que nous devrions nous inquiéter lorsqu'un président de la République manifeste publiquement qu'il ne portera pas atteinte à nos intérêts. Pourquoi un président vient-il devant les étranges lucarnes expliquer « nous n'imposerons jamais la vaccination ». Je veux dire que normalement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une telle assertion en fait, devrait être plus que superfétatoire, tant elle devrait aller de soi. Un président n'a pas à parler aux Français pour dire qu'il va les défendre. Ça serait quand même sa mission naturelle, c'est justement d'agir dans l'intérêt de sa population. Donc déjà, cette attitude devrait interpeller un peu les Français, et non pas les rassurer, mais plutôt les inquiéter. Elle est problématique en soi. Alors, vous savez que derrière donc c'est la première étape de la mise en œuvre de cette stratégie de l'ascension, c'est d'arriver pour nous rassurer. Ensuite, les brimades arrivent. Alors, les brimades, en l'occurrence, je vais vous parler de la dernière en date, qui est une véritable provocation, qui a été faite aux Français et qui concerne précisément la question des forces de l'ordre. Vous savez que donc l'équipe au pouvoir, le pouvoir exécutif, a dans un premier temps assuré que les forces de l'ordre ne feraient pas l'objet d'une injection. Je ne l'appelle pas vaccination, je l'appelle injection expérimentale forcée, parce que c'est ce que c'est. Il ne s'agit pas de vaccination. Or, le 24 août dernier, le 24 août, donc il y a quelques jours, Darmanin, qui œuvre comme ministre de l'Intérieur,
vient d'affirmer que si le taux d'injection volontaire n'augmentait pas significativement parmi les forces de police, ces dernières se verraient contraintes à une injection forcée. Vous voyez, on rassure. Ensuite, on revient en arrière. Et rappelons que la gendarmerie avait reçu sa punition de contrainte d'injection avant la police. Nous apprenions le 19 août que les gendarmes devraient tous être injectés avant le 15 septembre. Donc la police, c'est le dernier étage de la fusée. Et puis, souvenez-vous que dès la loi du 5 août 2021, qui mettait en musique, si vous voulez, le discours du 12 juillet dernier d'Emmanuel Macron, donc cette loi extrêmement contestable et néanmoins validée sans état d'âme par le Conseil constitutionnel, eh bien c'était bien le corps des pompiers qui était contraint à l'injection obligatoire. Donc vous avez un président qui vient rassurer tout le monde. Ensuite, vous avez la loi, la brimade aux populations. Vous avez les forces de l'ordre qui sont rassurées, mais dans les forces de l'ordre, on distingue d'abord les pompiers, qui ne sont pas vraiment des forces de l'ordre et qui peuvent être injectés. Ensuite, on dit, ah bah finalement, parmi les forces de l'ordre, non, les gendarmes vont y passer aussi. Et puis finalement, la police, elle n'est pas assez docile, les injections ne sont pas assez volontaires, donc on va aussi les contraindre probablement dans un moyen terme à se faire vacciner d'office. Finalement, on constate que la stratégie de la division n'ayant pas suffi à soulever les Français contre leurs forces de l'ordre et la gendarmerie contre la police, le pouvoir exécutif change de stratégie pour punir tout le monde. Donc vous voyez bien, on est dans la mise en œuvre au niveau civil de ce qu'on appelle la stratégie de l'attention à laquelle nous avions été habitués sous forme d'attentat. Mais là, c'est un attentat finalement contre les mœurs et contre l'intégrité corporelle des Français. Donc la méthode que le gouvernement utilise n'est pas sans rappeler la technique utilisée par la CIA pour le contrôle mental, qui consiste à créer un climat de terreur permanent et généralisé. En l'occurrence, il s'agit de la crainte du virus, avec multiples manigances, enfin manœuvres pour trafiquer les statistiques, montrer des images de cadavres qui s'empilent les uns sur les autres, etc., pour générer une espèce de terreur dans la population. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, on se montre clément. Donc sur ce climat de terreur, le président arrive pour rassurer tout le monde, je suis là pour votre bien. Et puis finalement, les victimes désignées sont ciblées et les punitions tombent. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qui ont été utilisées pour le contrôle mental des individus et qui sont utilisées pour le contrôle mental des masses, des populations. Enfin, pour une vue exhaustive de la situation, il faut ajouter que le gouvernement utilise à nouveau la délation comme mode d'administration, ce qui n'est pas sans rappeler les techniques de gestion du peuple français sous occupation nazie. Vous avez la plateforme de la répression des fraudes qui s'est enrichie d'un nouvel onglet spécial Covid. Et donc, il est désormais possible de dénoncer son entreprise et le commerçant du coin qui ne se plierait pas aux injonctions covidesques d'un simple clic. Donc ça, vous voyez, c'est les méthodes de gouvernement qui nous sont appliquées aujourd'hui. Donc après, chacun se fait son idée, mais enfin, on se rend bien compte quand même qu'il y a un climat relativement délétère et tout à fait autoritaire qui consiste à monter les uns contre les autres, prêcher le chaud et le froid. Donc ça génère une sorte de confusion mentale dans les populations, de sidération, de mise sous contrainte de stress, qui sont des méthodes quand même qui doivent interpeller. Je pense que n'importe qui, dans un état de conscience normal, doit se poser des questions quand un gouvernement commence à utiliser ce genre de méthode. Alors, quel est l'objectif recherché par le pouvoir exécutif? Eh bien, en réalité, le gouvernement, on constate que le gouvernement fait monter la pression sociale pour maximiser les chances d'aboutir à un chaos généralisé qui permettra le passage d'une étape à une autre, c'est-à-dire à l'étape institutionnelle d'après, puisque je vous ai expliqué que le gouvernement avait volontairement mis fin aux institutions qui régissaient la France, qui a passé des traités, qui existaient sur le plan international. Donc on constate que l'intégration européenne à marche forcée
est quand même relativement probable, étant donné le tropisme de l'équipe au pouvoir pour justement ces institutions européennes. On constate au passage que, justement, ça tombe bien parce que ces institutions renforcées permettront la légitimation des mercenaires des armées secrètes de l'OTAN qui seront recyclés, si je puis dire, dans des forces officielles qu'on peut appeler Euroforce, Eurogenfor, etc. Alors, n'oublions pas qu'au cours du premier trimestre 2022, la France prend officiellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Alors, l'objectif affiché est de construire une Europe plus solidaire et plus souveraine. Alors, quand on comprend ça, quand on entend ça, il faut comprendre quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est en réalité l'objectif de renforcer le fédéralisme européen en mettant en œuvre l'imposition commune des entreprises. Il s'agit du projet Axis, qui est développé de très longue date, et de la probable fédéralisation des dettes d'État, à condition que l'Allemagne joue le jeu, mais l'Allemagne a déjà commencé à plier sérieusement. Et le troisième versant de cet objectif officiel, plus solidaire et plus souveraine, une Europe plus solidaire, plus souveraine, eh bien, c'est l'institution de forces de l'ordre fédérale. Voilà. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de l'Euroforce et de l'Eurogenfor. Peut-être d'autres forces également qui naîtront, je ne sais pas. Donc, l'observateur averti ne peut que s'inquiéter de cette longue marche, chère au macronisme, vers le Quatrième Reich. Il faut en effet se rappeler l'ascendance nazie des institutions de l'Europe fédérale, qui est née, les institutions elles-mêmes sont nées de l'esprit prolifique du juriste Walter Hallstein, qui est d'ailleurs devenu le premier président de la Commission européenne. Rappelons également que cette Europe a été bâtie par et pour les multinationales. Ça a commencé avec le traité de la CECA, et ça s'est poursuivi par la toute-puissance de la Banque centrale européenne, dont aucun personnel, je rappelle, n'est élu par quelque peuple que ce soit. Tout en se cachant derrière l'apparence de légitimité populaire issue du Parlement européen, qui n'a aucune initiative en matière réglementaire et dont le rôle, bon an mal an, se limite au choix des multinationales bénéficiaires des directives et autres règlements. Donc les intérêts qui gèrent les institutions européennes sont les mêmes que ceux qui se trouvent être à l'origine du Club de Rome, dont la posture eugéniste est revendiquée et assumée, du Bilderberg, qui est impliqué avec la mafia et la loge P2 dans les attentats sous faux drapeau du Gladio, donc la version italienne du Stay Behind, survenue en Italie, et de Davos. Rappelons au passage l'ascendance nazie de Klaus Schwab. Le père de Klaus Schwab était un nazi revendiqué. Ces intérêts sont dirigés et normés par ceux qui contrôlent la City of London et la Banque des règlements internationaux. Un pas plus loin. Le renforcement du fédéralisme européen sera la porte d'entrée à la fusion de ces instances, dominées par la haute finance anglo-saxonne, avec l'organisation appelée Intermarium, laquelle est ouvertement dirigée contre la Russie et revendique officiellement et sans complexe la doctrine et l'idéologie nazie. Le mot d'ordre de l'Intermarium est « Reconquista ». De quelle reconquête peut-il bien s'agir dans le contexte où les pays membres de cet Intermarium n'ont strictement aucun problème d'immigration? L'Intermarium, ce sont la réunion de pays d'Europe de l'Est. Vous avez, je crois, la Pologne, l'Ukraine, des pays baltes. Donc, c'est vraiment les seuls pays d'Europe qui n'ont pas de problème d'immigration. D'accord ? Ce ne sont pas des pays qui ont eu des colonies et ce sont des pays qui n'ont jamais vraiment ouvert leurs frontières à des populations exogènes. Donc la France, en suspension, animée par l'équipe Macron et sous le contrôle des forces financières globales, nous mène directement en marche vers le nazisme, toutes tendances confondues. Et ce nazisme, c'est aussi la destruction de l'humanité par la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avènement d'Hitler, ça a été l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'avènement du Quatrième Reich, ça sera l'avènement de la Troisième Guerre mondiale. Donc la perspective que la mafia globaliste a concoctée pour nous est la terreur et le génocide intérieur, notamment par des armes biologiques, mais également tout cela sera suivi par une inéluctable guerre mondiale qui verra s'opposer donc l'Union européenne sous auspice nazi au bloc eurasiatique Chine-Russie et leurs alliés. Grosso modo, les protagonistes de cette ultime guerre contre l'humanité seront l'Empire maritime contre un empire continental renaissant. Voilà, je vous remercie.